RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Hexagone, actualité. Autrement dit, je me trouve au Conseil économique et social et environnemental à Paris pour des journées économiques des Outre-mer. Pendant 2 jours, chercheurs et universitaires vont parler d'économie de l'ensemble des régions d'Outre-mer. Un exemple même de Didier Détouche que nous avons interrogé, il est intervenu sur un thème précis, l'exploitation des plantations nationalisées en Guadeloupe. Nous l'avons interrogé et je vous propose d'écouter d'autres interviews que nous avons réalisées lors de cette journée ici au CESE. Ce qu'on peut dire, pour commencer, à titre introductif, c'est que la France d'Ancien Régime s'était efforcée d'établir aux colonies une réplique de ses institutions politiques et administratives à travers de nombreuses vicissitudes militaires qui lui ont fait alternativement perdre et recouvrer les mêmes territoires pendant plus d'1 siècle. À une économie, à une société déjà bien différente de celle que connaît la métropole coloniale, donc on peut utiliser le terme pour le coup, eh bien, celle-ci a imposé un système capable, je parle de la métropole, capable de lui assurer les plus grands profits. C'est le premier point sur lequel j'aimerais insister. La colonisation française, la première colonisation française, je crois qu'il est utile de le rappeler, ne s'est pas établie au profit de quelques colons déjà puissants économiquement, du fait de leur activité, du rendement de leur activité, mais c'est bien établi au profit d'une démarche quasiment de concession publique visant à assurer, tout à fait dans l'état d'esprit colbertiste de l'époque, eh bien d'assurer à la métropole et en particulier au royaume eh bien, de substantiels profits, mais également un rayonnement international et la maîtrise de ce que l'on à l'origine, ce que l'on a voulu construire comme étant une route exploitable des épices et des denrées tropicales. Didier Détouche, qui est maître de conférence universitaire à l'Université des Antilles, et il vient justement de prendre la parole sur un thème très important, l'exploitation des plantations nationalisées en Guadeloupe. Alors, ce thème, développement, Didier Détouche, heureux de vous retrouver, de vous avoir aussi à Paris à notre micro. Eh bien, en fait, c'est une contribution, une proposition d'analyse, de recherche plutôt historique. Alors, le titre, on ne voit pas à l'époque révolutionnaire, mais en fait, mon travail a consisté à montrer, dans un colloque consacré à l'actualité économique, aux enjeux économiques pour les Outre-mer, les convergences et les points d'achoppement, eh bien, de montrer comment, sous la Révolution française, l'État a organisé le séquestre, la nationalisation des habitations, et puis ensuite a mis en place un système public de production sucrière, en permettant à la fois l'intégration des nouveaux libres, donc des personnes de couleur, à la gestion même des habitations, là où avant il n'y avait que des gérants européens, des gérants blancs. Et puis comment également il a défini tout un certain nombre de règles de droit public, mettant en place une nouvelle organisation économique. Alors ça a pour but, ce type de contribution, dans un colloque qui se veut pluridisciplinaire, et c'est très intéressant, eh bien de mettre en exergue par l'histoire certains processus qui ont déjà existé. Par exemple, j'ai montré comment, dans ce cadre-là, il y a eu une autonomie en fait des communes de la Guadeloupe qui
ont exercé des activités intercommunales pour la première fois sous la Révolution française, mais pour en fait permettre aussi le maintien d'une forme d'exclusif colonial, c'est-à-dire d'une rentabilité économique de nos territoires qui au départ sont nés en fait sous l'égide d'une volonté d'exploitation économique. Donc voilà tout ce que j'ai montré en éclairage, en filigrane, presque en background de ce colloque qui se consacre aux aspects à la fois géopolitiques et surtout économiques donc des Outre-mer, et c'est l'occasion de faire en sorte que la recherche sur les Outre-mer et aussi par les ultramarins, mais pas que, il y a des gens des universités, chercheurs des universités de Nice, université Caen, Normandie, et donc de confronter nos analyses et puis surtout de pouvoir ensuite les mettre à la disposition des pouvoirs publics. Quelles sont les conséquences aujourd'hui justement de ce phénomène sur les communes, aux Antilles notamment? Alors, aux Antilles, nous avons une nouvelle intercommunalité qui a été prévue par le législateur. On observe que c'est le législateur qui définit les domaines de compétences sous lesquels ces communes doivent travailler. Mais effectivement, il y a absolument pas de maîtrise de production normative propre, donc pas d'autonomie. Et il y a des difficultés à définir des enjeux intercommunaux parce que, bien évidemment, les communes ont leurs propres intérêts et selon la commune selon le nombre de conseillers communautaires que vous avez dans les communes pour chacune donc des communes dans ces intercos, vous allez avoir des intérêts qui peuvent varier. Si on prend l'exemple de la Riviera du Levant, par exemple, entre une commune comme la Désirade et une commune comme le Gosier, il y a des intérêts convergents, mais il y en a d'autres qui sont différents. Et donc, par exemple, la Désirade peut être soumise beaucoup plus souvent à un blocage de son port par les sargasses. Bon. Alors, il y a toujours une nécessité de définition véritable de ce qu'est l'intérêt communautaire qui, de mon point de vue, passe par la recherche d'une plus grande pratique de l'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire par le fait, d'une part, d'obtenir, de réclamer, d'avoir des outils normatifs peut-être plus ciblés sur le type d'économie que des intercos ou des communes ou la région peuvent avoir. Ça peut être le foncier, ça peut être l'agriculture, ça peut être l'élevage qui, par exemple, dans le Nord Grande Terre est plus conséquent pour le cabri, si on prend le cabri, par exemple, qu'en basse terre. Donc, il y a une méthode à mettre en place et les chercheurs doivent travailler pour aider les collectivités territoriales à dégager les méthodes nécessaires. Une méthode pour savoir quels sont les vrais besoins et à partir de la définition des besoins, définir les modalités d'intervention et d'action pour ne plus avoir une économie qu'on subit quelque part et qui est de type monopolistique, mais une économie qui est diversifiée, mais surtout où l'interventionnisme des collectivités territoriales se fait en fonction d'objectifs et de visions établies. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui un peu. Comme les collectivités et les élus sont beaucoup dans une gestion presque du quotidien, on a du mal à dégager des visions pour des durées plus longues. Et c'est ce vers quoi nous devons aller. Un thème important, donc d'actualité, donc intéressant justement ici à Paris d'avoir parlé, avoir eu la parole justement sur ce thème précis. On peut dire la réaction par rapport à cette journée consacrée aux Outre-mer, une réaction? Alors, en ce qui concerne l'atelier dans lequel j'étais, il y a vraiment une pluridisciplinarité et c'est vraiment intéressant quand vous avez des juristes de droit privé qui posent des questions à des économistes ou à des géographes. Ça donne vraiment un débat très intéressant. Ce matin, nous avons eu des échanges très nourris, notamment autour de la question de l'octroi de mer, de sa réforme éventuelle ou de son abrogation, des 40% des fonctionnaires, donc des sujets qui peuvent être tabous, qui sont difficiles. Mais quand vous confrontez la recherche aux acteurs locaux, vous avez forcément une nourriture à la fois intellectuelle, technique, mais aussi quelque part philosophique, politique, qui est riche. Et c'est la raison pour laquelle ce type de colloque est extrêmement intéressant et donc je félicite les organisateurs, mais aussi notre laboratoire, le Crédit, d'avoir participé à l'organisation de ce colloque. Nous sommes venus de Guadeloupe, nous sommes à peu près 5 universitaires, des économistes, des juristes de droit privé et moi qui suis historien des institutions
institutions. Et ma foi, nous essayons de faire honneur à la fois à notre laboratoire, notre université, mais également à la Guadeloupe. Au-delà de ça, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça se déroule au sein du Palais de l'IENA, qui est un lieu prestigieux, le lieu où siègent donc les conseillers économiques et sociaux de la France. Et nous avons bon nombre de représentants de l'outre-mer siégeant dans ce conseil, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Antilles, qui sont présents aujourd'hui. Certains sont des patrons d'entreprises. Donc, vous voyez, nous avons des échanges qui sont intéressants et qui se nourrissent de la réalité surtout. Des échanges qu'il faut aborder sans tabou aujourd'hui? Ah bien oui, tout à fait. Mais si vous observez bien, avec les nouvelles technologies, notamment avec tous les réseaux qui se mettent en place en termes de communication, avec une jeunesse qui est plus soucieuse de proximité, de circuits courts et autres, eh bien, on a une parole, y compris scientifique, qui a tendance à être de plus en plus, je dirais, libre, forte et en prise avec la réalité socio-économique. Parce qu'il ne s'agit pas d'être dans une tour d'ivoire, de faire de la recherche, mais il s'agit au contraire de pouvoir proposer des outils aux décideurs. C'est ce que nous faisons, que nous voulons faire, et nous espérons que nous serons toujours plus sollicités par les politiques pour pouvoir apporter notre, comme on dit chez nous, grain de riz, puisque c'est grain de riz qui a fait sac de riz. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.